Imaginez un pays où l'on vous coupe l'électricité, le gaz et maintenant les soins médicaux. Bienvenue en Amérique sous Donald Trump. Un pays où le budget présidentiel vous regarde droit dans les yeux et vous murmure « Soigne-toi ou crève en silence ». Ici, pas de pitié, pas d'excuses, juste une politique froide comme l'acier et tranchante comme une facture d'hôpital en retard. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'un des plus grands scandales de l'ère Trump, celui des hôpitaux fantômes, des lettres de menaces envoyées à la planète entière, au lieu de vrais accords, et d'un président qui sourit aux milliardaires pendant que des enfants n'ont plus de dentiste. Oui, vous avez bien entendu, des enfants sans dentiste dans le pays le plus riche du monde. Installez-vous, respirez, pendant que c'est encore gratuit, et écoutez bien, car ce qui suit n'est pas un épisode de série dystopique, mais bien la réalité brute captée en direct sur un plateau télé. Tout commence avec un porte-parole républicain, un fidèle du régime, une de ces figures lisses qui d'ordinaire débitent les éléments de langage comme un automate bien huilé. Ce jour-là, il est venu défendre le nouveau budget présidentiel. Un monstre comptable qui promet des coupes budgétaires historiques au nom de la liberté et de la responsabilité individuelle, une belle vitrine. Sauf que cette fois-ci, la façade va exploser. Car en face de lui, une journaliste ne lâche rien dans les mains. Elle tient un rapport explosif du bureau du budget du Congrès noir sur blanc. On y lit 150 milliards de dollars retirés au programme de santé pour les plus pauvres. Elle pose la question simple, directe, brutale. Comment justifiez-vous ces coupes dans Médic? Le silence est glacial. Le porte-parole avale sa salive, ajuste son micro, tente de se raccrocher à ses notes, mais ses mots sonnent creux. Il parle de grandeur nationale, de secteur privé innovant, de citoyens responsabilisés, mais jamais ne répond à la question. Alors elle insiste, comment justifiez-vous les coupes dans Médic? Et là, tout bascule. Le visage du porte-parole se fige. Son regard se vide. Et puis, dans un mélange d'angoisse et d'aveuglement, il lâche cette phrase devenue virale. Je pense que ce budget protège la liberté de choisir autre chose que Médic. Instantanément, le plateau se fige. La journaliste reste sans voix et les internautes s'embrasent. La vidéo fait le tour du pays, détournée, moquée, remixée. Elle devient le symbole d'une politique aussi cynique qu'absurde. On appelle ce moment le freedom, tout dit un slogan morbide, une punchline involontaire qui dit tout d'une vision du monde où la liberté consiste à mourir sans soin. Choisir entre un traitement contre le cancer ou nourrir ses enfants, marcher des kilomètres pour trouver un hôpital encore ouvert. Voilà la nouvelle définition de la liberté dans l'Amérique trumpiste. Ce n'est plus un modèle, c'est une parodie, et ce porte-parole, au lieu de convaincre, a mis à nu le cœur glacé de la machine républicaine, une machine qui promet un État allégé, mais ne fait qu'alourdir les souffrances des plus pauvres. On leur retire les soins, les hôpitaux, la protection sociale, et on leur vend ça comme une victoire idéologique. La scène aurait pu n'être qu'un moment gênant à la télévision, elle est devenue un révélateur, un cri du réel, un miroir brutal, tendu à toute une classe politique qui préfère détourner le regard plutôt que d'admettre l'évidence. Ce budget ne protège rien. Il expose, il détruit. Il précarise, et derrière le mot liberté se cache une trahison gigantesque, celle d'un pays qui abandonne les siens au nom du profit et de l'illusion. Le plus tragique, c'est que le porte-parole n'a pas menti. Il a juste dit la vérité, mais sans filtre, sans masque. Il a avoué ce que le pouvoir tente de cacher. Ce budget ne soigne pas, il condamne. Et dans cette phrase étouffée dans un studio surclimatisé, c'est toute une nation qu'on entend suffoquer, c'est une fracture dans une vie, une rupture invisible, qui commence souvent par un courrier administratif, puis un rendez-vous annulé, puis une ordonnance jamais remplie, puis le silence et la douleur, et parfois la mort. Tout cela sans que personne ne crie, sans que personne ne proteste. Parce qu'on vous a appris à penser que c'était normal, que c'était votre faute, que c'était le prix de la liberté. Mais cette liberté-là est un piège. Un mirage, un mot creux,
utilisé comme un camouflage politique derrière lequel on détruit méthodiquement un filet de sécurité construit au fil des décennies par des luttes sociales acharnées. Et ce n'est pas une opinion, c'est une mécanique implacable. Il suffit de regarder les données dans certains États, les taux de mortalité infantile remontent, les accouchements non assistés explosent, les maladies chroniques ne sont plus soignées à temps, et les urgences deviennent des lieux de tri désespérés où les médecins doivent choisir qui peut encore être sauvé avec le peu de moyens qu'on leur laisse. On assiste en direct à une privatisation à la hache déguisée en choix rationnels. Les grands groupes de santé s'enrichissent, pendant que les petites cliniques ferment, les PDG augmentent leurs bonus, pendant que les infirmiers font 3 gardes d'affilée pour maintenir les soins à flot. Et tout cela est orchestré au nom d'un prétendu bon sens budgétaire. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas une fatalité. C'est une décision politique. Chaque ligne du budget est une déclaration. Chaque dollar retiré est une forme de violence sociale qui ne dit pas son nom. Alors oui, ce scalpel invisible dont on vous parle, c'est peut-être le plus dangereux de tous, parce qu'il ne fait pas de bruit, il ne saigne pas à l'écran, il agit en silence, dans les interstices du quotidien, et ceux qui en souffrent le plus sont aussi ceux qu'on entend, le moins. C'est ça la vraie stratégie de Trump, transformer les souffrances en normalité, les inégalités en mérite et les sacrifices en vertu. Alors que derrière les rideaux dorés de la Maison-Blanche, ce sont des choix brutaux qui se prennent et des millions de vies qui s'effondrent, loin des caméras, loin des discours optimistes, mais pas loin de la vérité, car cette vérité est simple. Elle dérange, elle blesse, mais elle s'impose. Trump n'a pas réformé le système de santé, il l'a mutilé, et pendant que certains applaudissent, le courage budgétaire d'autres creuse déjà les tombes de ceux qu'on aura abandonnés. Ce sont les petits, les oubliés, les invisibles, ceux qu'on ne voit jamais dans les clips de campagne, ni dans les dîners d'État, ceux qui cumulent 2 boulots pour tenir debout pendant que la bourse s'envole. Ils doivent choisir entre des soins dentaires et le plein d'essence, entre un vaccin pour leurs gosses et une facture d'électricité, et pendant que le président signe des lettres de menace, comme on lance des bouteilles à la mer, toute une partie du pays s'enfonce dans le silence d'un abandon organisé, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Un abandon froid méthodique, programmé et justifié chaque jour par des éléments de langage récités comme des mantras patriotiques. On parle de grandeur, on parle de fierté, on parle de nation debout. Mais dans les faits, on raye les subventions, on ferme les centres médicaux et on remplace les politiques sociales par des slogans creux. Tout cela pendant que la diplomatie devient un bras de fer grotesque orchestré depuis un bureau ovale transformé en salle d'intimidation. On ne négocie plus, on impose, on ne construit plus, on détruit et on appelle ça leadership. Mais ce n'est pas du leadership, c'est de la surenchère, c'est de la politique du chaos exporté comme un produit made in Trump, et pendant que les lettres pleuvent, que les menaces s'impriment sur papier glacé, le monde regarde et prend ses distances. Les alliés doutent, les marchés hésitent, les anciens partenaires tournent la tête. Et l'Amérique, elle perd ce qui faisait encore sa force, sa crédibilité, sa parole, sa constance. Aujourd'hui, elle n'inspire plus. Elle inquiète, et même à l'intérieur, ses propres citoyens ne savent plus à qui faire confiance. Car quand votre propre président vous explique que tout va bien, alors que votre pharmacie ferme et que votre gamin n'a plus de médecin de famille, vous commencez à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond, mais vous n'avez pas les moyens de le dire, pas les moyens de déménager, pas les moyens de fuir. Alors vous encaissez, vous attendez, et vous regardez ces fameuses lettres, ces menaces brandies au nom du peuple, pendant que ce même peuple s'épuise dans un système qui ne protège plus rien, et surtout pas lui. Dans ce théâtre mondial où Trump joue les cow-boys solitaires. Chaque phrase envoyée à l'étranger est un écran de fumée pour masquer l'incendie intérieur. Chaque posture musclée sur la scène internationale est une diversion, un rideau
qui cache les béquilles d'un pays fatigué, affaibli, fracturé. Ce n'est plus de la politique, c'est une opération de survie, maquillée en guerre économique, une stratégie de court terme, pensée pour les titres de journaux, pas pour les lendemains du peuple, et pendant que les caméras filment le show, pendant que les micros captent les provocations, il reste ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux qui n'ont plus d'assurance santé, plus de cliniques, plus de maternité, plus de certitude. Alors ils regardent eux aussi ces lettres de la Maison-Blanche. Mais au lieu d'y lire la grandeur, ils y voient la trahison, l'arrogance, le mépris. Une administration qui parle de souveraineté, mais laisse mourir sa propre population en silence, et c'est là que tout se cristallise dans cette fracture invisible entre les puissants qui menacent la planète et les faibles qui ne demandent qu'un rendez-vous médical entre les lettres signées Trump et les ordonnances non délivrées, entre les postures diplomatiques et les postures fétales dans des urgences fermées. Et ce n'est que le début, car ce que Trump détruit aujourd'hui, il faudra des décennies pour le reconstruire, si un jour quelqu'un ose encore le faire le haut, mais à les écraser pour qu'ils ne puissent jamais vous rattraper une vision où l'échec des autres est un trophée, un symbole de mérite personnel, une preuve que le système fonctionne puisque vous vous en êtes sorti. Et tant pis, si pour cela il faut piétiner ceux qui n'ont pas eu votre chance ou votre capital de départ dans cette Amérique-là. L'ascenseur social est en panne, mais le penthouse reste ouvert aux héritiers et aux investisseurs, tandis que l'escalier d'urgence est démonté, marche par une administration qui appelle cela rationalisation budgétaire. Voilà pourquoi on parle de Robin des Bois inversé. Parce que chaque mesure prise semble conçue pour aspirer les dernières miettes de ceux qui peinent déjà à survivre et les redistribuer à ceux qui possèdent déjà tout, pendant qu'on vous explique que l'État est trop endetté pour offrir des soins dentaires à votre fille. On accorde des déductions fiscales à ceux qui s'achètent des yachts de luxe. Et ce n'est pas une exagération. C'est une politique délibérée, une logique assumée qui ne cache même plus son cynisme. Une Amérique à deux vitesses, deux pays dans un seul territoire, d'un côté des familles qui organisent des cagnottes en ligne pour payer une opération vitale de l'autre des milliardaires qui célèbrent la baisse de l'impôt sur la fortune avec du champagne importé et des influenceurs à bord de jets privés. Et si vous osez questionner cela, si vous osez dire que c'est injuste, que c'est immoral, que c'est inhumain, on vous accuse immédiatement d'être anti-américain, de ne pas comprendre la liberté, la vraie. La liberté de mourir pauvre pour que d'autres puissent vivre encore plus riches dans ce pays devenu un décor pour une série tragique écrite par des lobbyistes et jouée par des millionnaires. Les vrais héros sont ceux qui résistent en silence, ceux qui se lèvent malgré tout, ceux qui ne croient plus aux promesses, mais qui continuent d'espérer en une autre Amérique, celle où la justice sociale n'est pas un gros mot, celle où les budgets servent à protéger et non à punir, celle où le président ne joue pas à Robin des Bois inversé en direct devant tout un peuple désarmé, car au fond le vrai scandale n'est pas seulement dans les chiffres, il est dans le mépris de ceux qui gouvernent en se croyant invincibles pendant que des millions d'Américains glissent lentement dans l'ombre, sans caméra, sans micro, sans personne, pour raconter leur histoire. Alors aujourd'hui, on la raconte parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, juste la grandeur. Oui, mais pour qui? Pour ceux qui peuvent encore se payer un check-up à 10 000 $ pour ceux qui traversent le pays en jet privé, pendant que d'autres le traversent en ambulance improvisée pour ceux qui n'ont jamais dû choisir entre leur santé et leur survie. Cette Amérique-là n'a pas besoin d'aide. Elle vit dans un autre monde pendant ce temps dans les quartiers oubliés, dans les routes poussiéreuses des États ruraux, dans les motels transformés en refuges de fortune. La réalité est tout autre, une réalité où les mères prient pour ne pas accoucher trop tôt parce qu'il n'y a plus de maternité à moins de 100 kilomètres, où les enfants grandissent sans pédiatre, sans lunettes, sans suivi psychologique, et doivent apprendre très tôt à ne pas tomber malade, une réalité où les anciens meurent d'infections bénignes
parce que l'infirmière du coin a été licenciée la semaine dernière, et tout cela pendant que le président parle de liberté, d'autonomie, d'héroïsme fiscal, mais le véritable héroïsme ici, c'est celui de ces familles qui chaque jour se battent pour survivre dans un système qui les a laissés tomber, c'est celui de ces bénévoles qui distribuent des médicaments avec des stocks périmés, c'est celui de ces enfants qui organisent des ventes de gâteaux pour sauver la vie de quelqu'un qu'ils aiment. Voilà, la vérité nue derrière le budget. Trump, ce n'est pas un budget de réforme, c'est un budget d'abandon, une vision du monde, où les faibles doivent se débrouiller seuls, et où les puissants n'ont même plus besoin de se justifier, car leur richesse devient leur droit, et la pauvreté des autres devient leur faute. Voilà. Pourquoi ce n'est pas juste une politique budgétaire, c'est une transformation morale radicale de l'idée même de solidarité de société de nation. On vous dira que c'est une nécessité économique, que le pays ne peut pas tout financer, qu'il faut faire des choix. Mais regardez bien, quels choix sont faits, qui paient et qui encaissent, qui signent et qui souffrent. Parce que pendant que les lignes comptables défilent sur des tableurs en salle de presse, ce sont des cœurs qui s'arrêtent, ce sont des corps qu'on enterre. Ce sont des rêves qu'on assassine. Alors non, ce n'est pas juste un budget, c'est une ligne de fracture entre deux Amériques, l'une qui monte dans des ascenseurs dorés, l'autre qui descend les escaliers de secours sans lumière ni garde-fou. Et si personne ne s'arrête, si personne ne parle, si personne ne résiste, alors bientôt il ne restera plus rien à découper, plus rien à voler, plus rien à sacrifier. Sauf peut-être cette dernière étincelle d'humanité que certains s'efforcent encore de garder allumée. Malgré tout, parce que ne rien dire, c'est laisser faire. Parce que se taire face à l'injustice, c'est la légitimer dans le marbre du pouvoir, pendant que des enfants meurent d'appendicite et que des mères supplient pour un rendez-vous médical, pendant que les dentiers deviennent des objets de luxe et que les traitements chroniques s'arrêtent faute de budget. Eux, ils applaudissent ou détournent le regard. Et le plus glaçant, c'est que ce n'est même pas de la peur, c'est du calcul politique froid, cynique, méthodique. On préfère la loyauté au parti que la loyauté à la vérité. On préfère protéger son siège que protéger ses citoyens. Voilà, l'autre visage de ce cauchemar américain, ce ne sont pas seulement les ordres venus d'en haut, c'est aussi l'obéissance en bas, les votes silencieux, les abstentions stratégiques, les éléments de langage répétés sans réfléchir, les plateaux télé où on fait semblant d'expliquer l'inexplicable, comme si supprimer des soins à des millions de gens pouvait avoir un sens autre que la cruauté, et pendant que la majorité parlementaire récite le script écrit par les lobbies de l'assurance santé. Les vrais visages se cachent dans les statistiques derrière chaque pourcentage de réduction. Il y a un nom, une histoire, un corps qui souffre une voix, qui s'éteint, mais cela ne passe pas à la télé. Ce n'est pas assez spectaculaire. Ce n'est pas assez utile pour les campagnes de réélection. Alors on l'ignore, on l'efface, et on parle d'autre chose, sécurité frontière, commerce, et toujours cette obsession du mérite, comme si la maladie était une punition, comme si la pauvreté était une faute. Mais ce qui est une faute aujourd'hui, c'est ce silence, ce consentement, ce déni collectif qui transforme chaque parlementaire complice en maillon d'un système de violence douce et quotidienne. Ce n'est pas une dictature brutale, c'est pire. C'est une démocratie trahie par ceux qui devaient la défendre, un lent glissement vers l'indifférence généralisée où l'inacceptable devient normal et où la souffrance devient invisible, jusqu'au jour où elle vous frappe vous aussi. Car dans cette Amérique-là, il ne suffit plus de travailler pour s'en sortir. Il faut prier pour ne pas tomber malade, prier pour ne pas avoir d'enfants avec des besoins particuliers, prier pour que votre ville garde encore un médecin, et pendant ce temps, les élus, eux ne prient pas, ils dînent, ils pactisent, ils échangent des faveurs sur fond de champagne, pendant que le peuple échange des conseils sur les groupes Facebook pour obtenir des soins gratuits dans une église ou une caravane itinérante. Voilà où on en est. Voilà ce qu'ils ont fait d'un pays, jadis fier de protéger les plus faibles. Ils en ont fait un décor, une vitrine brillante, posée sur des fondations rongées. Et quand ça s'écroulera, car ça s'écroulera, ils vous diront
que personne ne pouvait le prévoir. Mais nous, on l'a vu venir, on l'a raconté, on l'a crié. Et si vous écoutez encore, c'est peut-être que tout n'est pas perdu, qu'il reste une voix, une colère, une conscience prête à rallumer la lumière dans les couloirs sombres de cette Amérique fantôme. Et puis il y a eu ce mail interne révélé par un lanceur d'alerte, un document classé confidentiel montrant que certaines fermetures d'hôpitaux avaient été planifiées des mois à l'avance. Non pas pour des raisons budgétaires, mais pour créer un choc médiatique favorable à une réforme encore plus radicale, une stratégie du chaos calculée froidement, où la détresse des citoyens devenait un levier politique. Voilà ce qu'on ne vous a jamais dit et ce que vous allez découvrir. Maintenant, le document évoque même une liste de zones sacrifiables, des régions entières, où les soins pouvaient être coupés sans trop de bruit, car jugés peu stratégiques électoralement. Pire encore, certaines cliniques ont reçu l'ordre officieux de refuser des patients trop coûteux dès avril 2025, sans que cela ne filtre dans la presse une politique de tri silencieuse déguisée en gestion rationnelle. Voilà le vrai visage de ce plan, une guerre discrète menée contre les invisibles.